Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire sur le sujet du financement des projets de l'ESS. Donc, nous sommes sur l'outil Zoom Webinaire, ce qui signifie que seuls les intervenants et les intervenantes ont leur caméra et leur micro qui peuvent allumer. Cependant, tout au long du webinaire, vous pouvez interagir avec nous en utilisant le fil de discussion et vous pouvez également poser vos questions aux intervenants et intervenantes en utilisant le module questions et réponses. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur le YouTube de l'AVIS d'ici quelques jours. Au sommaire de ce webinaire, il y aura tout d'abord un mot d'accueil de notre directrice générale Cécile Leclerc. Ensuite, on aura une introduction de Marianne Faucheux, directrice adjointe du département cohésion sociale et territoriale de la Banque des territoires. Ensuite, il y aura une petite partie décryptage animée par moi-même, suivie de 3 interventions de Mathias Julliard, chargé de mission à l'AVIS, Raphaël Sebag, responsable du pôle études et innovations de FAIR, et Axel Detamecker, chargé d'études chez France Active. On aura enfin une partie questions-réponses où vous pourrez poser vos questions à tous les intervenants et intervenantes via le fil de discussion ou l'outil questions-réponses. Sans plus attendre, je passe la parole à Cécile pour un petit mot d'accueil. Bonjour à tous, on est très heureux que vous soyez aussi nombreux à vous être inscrits à ce webinaire dédié à la question du financement. Je vous dis peut-être un petit mot de qui est l'AVIS et surtout de ce que l'on peut vous apporter au-delà. Cécile, je crois qu'on t'a perdu. Vraiment tout au long de la vie du porteur de projet, de la création de son projet au changement d'échelle, avec son évaluation d'impact social, qui va avoir 4 principaux leviers d'action pour l'accompagner dans le développement de son projet. Le premier, c'est qu'on va outiller. Et là, vous retrouvez sur notre site avis.org, si vous ne le connaissez pas, un portail avec énormément de ressources et d'outils dans lesquels vous avez des présentations par secteur d'activité avec des décryptages. Vous avez des guides sur, par exemple, le choix du statut juridique pour votre projet, sur comment est-ce qu'on mène une stratégie d'innovation. Vous avez également beaucoup de cartographie sur les acteurs de l'accompagnement qui peuvent du coup vous aider, vous orienter tout au long de votre projet. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter avis.org pour bénéficier des dernières actualités du portail Avis. Donc, premier levier d'action, on outille. Le deuxième, c'est qu'on anime au niveau national du coup, des communautés d'acteurs qui vous accompagnent, vous porteurs de projets au quotidien dans les territoires, notamment donc dans les phases de création avec une communauté d'incubateurs et puis dans les phases de consolidation et de développement avec le dispositif local d'accompagnement. Troisième levier d'action, on conçoit des ingénieries de programmes d'accompagnement pour répondre encore une fois aux besoins globalement des écosystèmes qui entourent l'économie sociale et solidaire et favoriser leur développement. Et enfin, grâce au Fonds social européen, on lance régulièrement des appels à projets pour financer avec du Fonds social européen des projets dédiés à l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un webinaire sur la question du financement. Alors bien entendu, sur notre portail, depuis longtemps déjà, vous trouvez une rubrique se faire financer. Ça fait bien sûr partie des questions et des besoins essentiels de tout porteur et dirigeant d'entreprise de l'ESS. On a également réalisé, il y a plusieurs années déjà, une cartographie sur les solutions de financement. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'occasion de la sortie de l'actualisation de cette cartographie. Donc, elle est mise en ligne aujourd'hui. Et elle permet du coup de faire un vrai travail d'orientation vers les solutions de financement qui sont le plus adaptées à vos projets. Et j'en profite pour vraiment remercier tous les experts qui ont pu très attentivement relire et contribuer à l'élaboration de cette cartographie, et notamment FAIR, France Active, la Banque des territoires et la Caisse d'épargne. C'est un appui très précieux. Et vous dire aussi que cette cartographie, en fait, elle n'est pas forcément accessible pour un porteur de projet qui n'aurait pas encore toute la culture nécessaire aux enjeux de levée de fonds et de financement. Et du coup, on sortira cette année, en 2022-2023, un guide pratique dans la même collection que Choisir son statut juridique ou les stratégies d'innovation pour du coup vous aider à décrypter
la question de la levée de fonds et du financement de vos projets. Et du coup, rendre accessible cette cartographie et bien sûr aussi orienter vers l'ensemble des ressources que l'écosystème et les différents partenaires produisent déjà sur des angles bien précis des enjeux de financement. Voilà, donc aujourd'hui, on va aborder toutes ces questions-là. Sans plus attendre, je passe la parole à Marianne Faucheux, donc de la Banque des Territoires, direction de l'investissement, pour qu'elle vous fasse une rapide introduction, mais surtout qu'elle vous présente les attentes des financeurs vis-à-vis des projets que la Banque des Territoires finance. Marianne, c'est à toi. Merci Cécile, bonjour à tous. Ravie de faire cette introduction. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Oui, très bien. Ok, parfait. Ouf. Donc, Banque des Territoires, on est une des directions de la Caisse des dépôts et on intervient, comme notre nom le dit, sur les territoires. Dans le cas de l'économie sociale et solidaire, on va intervenir selon 4 grands types d'actions. Qu'on a nommé orienté et structuré et typiquement, c'est soutenir des acteurs de l'écosystème pour qu'ils vous aident à vous repérer, qu'ils vous outillent et l'Avise en est un des bons exemples. Accompagner, c'est pour aider des porteurs de projets à trouver des solutions, à se développer. L'un des outils majeurs qu'on utilise dans ce cas-là, c'est les dispositifs locaux d'accompagnement, encore animés par l'Avise. Et puis, on est quand même des financeurs et donc ça va être le gros bloc de notre action, financer des projets. Donc de différentes façons, on va y venir un petit peu plus en détail, par des investissements directs, des subventions sur mandat de l'État, via des investissements dans des fonds et dans des prêts long terme. Et enfin, mesurer, parce que ce qu'on fait, le but du jeu, c'est bien que c'est un impact sur les territoires et on se doit de le mesurer pour montrer notre impact, mais aussi pouvoir améliorer, augmenter l'impact des projets dans lesquels on intervient. Si je rentre un peu dans le détail des sujets du financement, on va dire qu'on intervient de 3 grandes façons. Premier bloc, l'investissement. On va investir dans des entreprises de l'ESS en direct dans nos secteurs prioritaires, qui sont donc la santé et le médico-social, l'éducation et la formation, l'inclusion numérique, le développement économique territorial, et dedans on met tout ce qui est animation territoriale, tiers-lieux et aussi entreprises d'insertion. Et enfin la transition alimentaire, qui est une manière aussi d'amener plus de liens sur les territoires avec des logiques de circuits courts notamment. En plus de notre intervention en direct pour massifier notre impact et nos investissements, on va aussi investir dans des fonds qui vont eux-mêmes investir dans des entreprises, et là, donc beaucoup plus largement, sans notre logique de secteur prioritaire. On intervient aussi en subvention dans le cas de mandat de l'État pour des projets innovants ou en changement d'échelle dans le domaine de l'inclusion numérique, de l'éducation, de la formation et maintenant de la transition agroécologique et alimentaire. C'est un nouveau mandat que nous sommes en train de déployer. Et dernière chose, la Banque des Territoires intervient aussi en prêt sur fonds d'épargne dans le soutien au logement social et au médico-social. Juste voilà la question, entreprise à impact, ça comprend tous les statuts d'entreprise, qu'on soit une association, une entreprise ESUS ou une coopérative. Et la question qu'on m'a posée, c'est aussi de se dire quelles sont les questions que va se poser un financeur quand il voit un projet, quand il rencontre un porteur de projet, pour se dire est-ce que c'est un projet que je vais financer ou pas. Comme j'ai toutes les casquettes, je vais essayer de répondre selon toutes les différentes orientations. Première question que nous, on va se poser, c'est quel est l'intérêt du projet? Est-ce qu'il est dans les thématiques sur lesquelles j'interviens? Typiquement, un financeur qui intervient en priorité sur la culture, il aura un peu de peine à aller sur un projet d'agroalimentaire. Quel est le montant du projet recherché? Est-ce que c'est dans le scope du type de projet que le financeur finance habituellement?
qu'est-ce qu'il s'agit de financer? Ça va être une question très importante. C'est en général plus facile pour un financeur de financer un projet qui va être identifié, qui a un début, une fin, qui doit, heu, raconter une histoire. De la même façon, s'il s'agit d'un projet d'investissement, ce sera plus facile que simplement financer le fonctionnement d'une structure. Quel est l'impact qui est recherché? C'est dans cette logique d'histoire, est-ce que pour convaincre le financeur, on un porteur de projet, il recherche les financements pour faire quoi et pour avoir quel impact sur, son écosystème, sur, des bénéficiaires, sur la société au sens large. On va se poser la question, quel est le stade de développement de la structure? On Est-ce que du coup ce stade de développement est logique par rapport au montant du financement recherché? Typiquement, une structure au tout début ou qui est à peine créée, si elle recherche 5 millions, ce sera un petit peu difficile. Si par contre le montant recherché est bien cohérent avec le stade de développement, on aura plus de facilité à intervenir. Est-ce qu'on est en face d'une structure qui a un modèle économique? Quelles sont ses sources de revenus? Ce qui veut dire, est-ce que du coup elle aura la capacité de rembourser un emprunt? Est-ce qu'elle est dans un modèle qui crée de la valeur financière, en plus de la valeur extra-financière, et qui donc est cohérent avec une intervention, en fonds propres? Dernière question, quelle gouvernance? Qui porte le projet? Et quelle place ces porteurs de projets sont prêts à accorder aux financeurs? Parce que, le type d'intervention qu'on va choisir ne sera pas le même selon, la gouvernance de la structure et la place que les financeurs peuvent jouer avec une logique de: si on intervient fortement, on prend des risques et donc dans ce cas-là, on aimera, avoir un droit de regard sur la structure, sur le projet. Voilà en 7 questions rapides, toutes celles qu'on se pose et toutes celles auxquelles un porteur de projet, heu, doit pouvoir répondre pour pouvoir, intéresser et convaincre un financeur. Je passe la parole à, je crois, Anaëlle pour qu'elle détaille un peu les différents outils à votre disposition. Merci beaucoup, Marianne Faucheux, pour ces éléments très importants sur les enjeux des financeurs et pour votre présentation de la Banque des territoires. Avant de commencer la partie décryptage, nous souhaitons faire connaissance avec vous et donc savoir qui vous êtes, quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire et quelles sont vos connaissances et enjeux sur le sujet de la recherche de financement. Je vais donc lancer un petit sondage qui va s'afficher sur votre écran avec 3 questions. Hop, voilà, normalement, vous le voyez. Donc, les 3 questions, c'est: qui êtes-vous? Donc, est-ce que vous êtes un porteur de projet? Est-ce que vous êtes un entrepreneur ou dirigeant d'une structure de l'ESS? Un salarié ou bénévole, d'une structure de l'ESS? Professionnel de l'accompagnement, du financement? Étudiant, citoyenne, ou citoyen curieux? Ou autre. La deuxième question, c'est: quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce webinaire? Donc, est-ce que c'est découvrir les solutions de financement dédiées à l'ESS? Est-ce que c'est être orienté vers des financeurs qui correspondent à votre projet? Est-ce que c'est découvrir de nouveaux financeurs, connaître des bonnes pratiques pour rechercher des financements, ou en savoir plus sur une solution en particulier? Et la troisième question, c'est la recherche de financement, pour vous, c'est un grand point d'interrogation, un sujet que vous connaissez bien, un sujet que vous maîtrisez, une question qui n'est pas centrale actuellement pour votre organisation, un enjeu récurrent ou important pour votre organisation ou votre principal enjeu actuellement. Donc voilà, n'oubliez pas d'appuyer sur envoyer pour envoyer le sondage. Je vois que vous êtes déjà 50% à avoir envoyé vos réponses. Je vais vous laisser encore quelques secondes. Ensuite, je partagerai les résultats du sondage pour que vous puissiez voir qui participe à ce webinaire avec vous. Vous êtes 75% à avoir répondu pour l'instant. Encore quelques secondes. 80%.
Je laisse encore 5 secondes pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de finir. Voilà, je vais partager les résultats avec vous. Donc là, vous voyez sur votre écran qu'il y a dans la salle alors 30% de porteurs de projets en création, 14% d'entrepreneurs sociaux, 25% de salariés ou bénévoles d'une structure et 23% de professionnels de l'accompagnement. Donc, c'est assez hétérogène, mais principalement ces 4 catégories. Ensuite, par rapport aux attentes, ce qui revient en premier, c'est découvrir les solutions de financement dédiées à votre projet. Donc, ça tombe bien parce qu'on va répondre à ce besoin normalement dans ce webinaire et connaître les bonnes pratiques pour rechercher des financements. Donc, c'est parfait parce que c'est la partie qui va suivre. Et pour vous, la recherche de financement, c'est un enjeu important ou récurrent pour votre organisation pour 52% d'entre vous et votre principal enjeu pour 29%. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à ce court questionnaire. On va passer à la suite. Alors, hop. Donc, avant de vous présenter la cartographie dont on a parlé tout à l'heure sur les offres dédiées à l'ESS, il nous semble important de revenir sur les spécificités de la recherche de financement dans l'ESS et de vous donner quelques bonnes pratiques afin de vous aider dans cette démarche. Donc, comme vous le savez, les entreprises de l'ESS, pour les entreprises de l'ESS, la question du financement, elle est souvent cruciale. Vous l'avez dit tout à l'heure dans le sondage, pour la majorité d'entre vous, c'est un enjeu qui est soit votre enjeu principal, soit un enjeu qui est récurrent et important pour votre organisation, quel que soit le modèle économique du projet. Et en tant qu'entrepreneur de l'ESS, vous pouvez accéder à tout ou une grande partie des outils de financement classiques en fonction de votre statut, évidemment, mais également à des outils ou des offres dédiées à l'ESS. Pour vous aider dans cette démarche, voici quelques bonnes pratiques à garder en tête. Tout d'abord, la recherche de financement induit deux parties qui se rencontrent. D'un côté, le porteur de projet ou entreprise, et de l'autre côté, le financeur. Pour que cette rencontre elle soit fructueuse, il s'agit de bien la préparer, c'est-à-dire contacter les financeurs suffisamment tôt dans votre projet et pas quand le business plan est déjà bouclé. En effet, un financeur peut également vous conseiller, vous accompagner ou vous orienter vers des outils qui sont les plus en adéquation avec votre projet. La relation avec un financeur est précieuse car en plus de vous accompagner ou vous orienter, il peut devenir un réel partenaire de long terme. Il est également important de réfléchir aux attentes des financeurs de projet. Comme l'a très bien dit Marianne Faucheux tout à l'heure, l'attente du financeur, c'est de trouver un point d'équilibre entre le rendement et le risque qu'il prend à investir dans votre projet. Et dans l'ESS, au-delà des aspects économiques, les financeurs vont aussi rechercher à financer des projets qui répondent à un besoin social. Donc, lorsque vous présentez votre projet à un financeur, il s'agit de le convaincre à la fois sur la pérennité de votre modèle économique, mais également sur la vision de votre projet. Réfléchissez donc à ce que votre projet pourrait lui apporter également au-delà de l'aspect financier. Pour cela, il peut être intéressant d'avoir des données sur l'impact social de votre projet afin de pouvoir le valoriser auprès du financeur. Un autre point important, c'est de cibler aussi les financeurs que vous rencontrez. Il existe des dizaines d'outils de financement, des centaines de financeurs qui ont des caractéristiques très différentes. Certains financeurs sont généralistes et d'autres financeurs sont sectoriels ou spécialistes. Tous n'utilisent pas les mêmes outils et ne financent pas les mêmes stades de développement ou statuts juridiques. Pour être efficace et pertinent dans votre recherche de financement, il faut donc cibler les financeurs dont les offres de financement correspondent le plus à votre projet. En résumé, pour préparer cette rencontre avec un financeur et construire une relation de long terme avec lui, il est important de chercher à connaître ses objectifs, ses motivations, ses enjeux stratégiques pour adapter la manière de présenter votre projet. Pour les connaître, ces financeurs, et pour les cibler, la cartographie que je vais vous présenter juste après pourra vous aider et vous orienter. Vous pouvez également solliciter des programmes d'accompagnement pour vous aider à structurer votre stratégie de financement en fonction de votre stade de développement. En émergence et en création, vous pouvez solliciter notamment des incubateurs de la communauté émergence et accélération. En phase de consolidation, vous avez notamment le dispositif local d'accompagnement de l'ESS. Et en phase de changement d'échelle, il existe plusieurs programmes, comme par exemple le programme PINS, le fonds I, le programme Scale-up d'Entropia ESSEC, la Fondation La France s'engage, etc.,
Vous pouvez retrouver tous ces programmes dans la cartographie des offres des accompagnateurs de l'AVIS qui sera envoyée dans le fil de discussion. Et également, les chambres régionales de l'ESS, les CRES, sont des acteurs qui peuvent vous orienter dans votre territoire vers les bonnes personnes en termes de financement. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la recherche de financement pour les entreprises de l'ESS. On va se rapprocher de tel outil ou de tel type d'acteur en fonction du modèle économique de son projet, donc qu'il soit marchand, c'est-à-dire basé sur la vente de biens ou services, qu'il soit non marchand, c'est-à-dire basé sur des subventions, des dons, des dotations, ou qu'il soit hybride, c'est-à-dire un modèle économique combinant ces deux modèles économiques-là, marchand et non marchand. Le statut de votre entreprise influence également la recherche de financement, car il n'y a pas forcément les mêmes outils qui sont autorisés pour les associations, coopératives, entreprises commerciales. Et également, le stade de développement, donc émergence, création, consolidation, changement d'échelle, influence aussi cette recherche de financement, car ces facteurs-là induisent des besoins de financement et donc des types de financement qui vont être différents. Dans le cadre de notre mission d'outillage des porteurs de projets de l'ESS, nous avions réalisé une cartographie des offres de financement dédiées à l'ESS il y a plusieurs années. Et nous avons aujourd'hui mis à jour cette cartographie. Elle sera disponible à partir d'aujourd'hui sur le site de l'AVIS. Donc, l'objectif de cette cartographie, c'est justement de vous orienter parmi les types de financement en fonction de votre statut, en fonction de votre stade de développement et donc finalement en fonction de vos besoins. Par exemple, en émergence, on peut avoir besoin de financer, par exemple, l'étude d'opportunité, de l'expertise stratégique ou juridique. Le projet n'a pas encore fait ses preuves, donc il peut être difficile de convaincre les financeurs d'investir dans votre projet. Donc, il est plus facile et surtout beaucoup moins risqué de faire appel à des outils de financement non remboursables, comme par exemple des subventions publiques, le financement participatif sous forme de dons. Et il y a également des programmes de financement qui sont dédiés à l'émergence des entreprises. En stade de création, on peut notamment avoir besoin de financer des investissements comme par exemple des achats de locaux, de matériel, de stock et également de renforcer sa trésorerie. On peut donc se tourner vers des outils tels que les dons, les subventions d'investissement ou encore les prêts. Il faut aussi bien sûr constituer des fonds propres pour créer sa structure. Donc voilà, vous avez beaucoup d'outils par rapport à ces types de financement. En phase de consolidation, les besoins portent généralement sur de nouveaux investissements, des besoins en trésorerie, mais surtout le recrutement lié au développement de l'activité ou l'internalisation de certaines fonctions support. D'ailleurs, tout au long de la vie d'un projet, on peut se poser la question du financement du fonctionnement, c'est-à-dire des dépenses courantes ou des charges comme par exemple les salaires. Il est conseillé de financer ces dépenses par son chiffre d'affaires ou par des solutions non remboursables comme des subventions, dotations et dons, en fonction de son modèle économique toujours. En changement d'échelle, les besoins de financement peuvent porter sur l'étude de faisabilité du changement d'échelle, par exemple, puis sur les déploiements en tant que tels en fonction de la stratégie que vous avez choisie. La solution peut être de faire appel à des outils de fonds propres ou de quasi-fonds propres, mais aussi de nouvelles subventions comme les fonds européens dont on va parler tout à l'heure, ou des solutions de prêt. Donc, tout au long de la vie de l'entreprise, on va retrouver ces grands types de besoins en fait, qui sont l'investissement, la trésorerie, le fonctionnement. Cependant, les outils à mobiliser seront différents à chaque stade de développement car ils dépendent de la stabilité et de la solidité financière de l'entreprise. Pour chaque outil détaillé dans la cartographie que vous voyez, nous avons créé une page dédiée avec le détail de son fonctionnement et des besoins auxquels il répond, les structures qui sont éligibles, les modalités et les montants qui sont généralement proposés, ainsi que quelques acteurs clés qui proposent du financement via cet outil. Donc, vous pourrez retrouver cette cartographie complète sur notre site à partir d'aujourd'hui. Afin d'aller un peu plus loin sur certains outils présentés dans cette cartographie, nous vous proposons aujourd'hui 3 interventions qui vont chacune se concentrer sur un outil ou un type de financement en particulier. Et sans plus attendre, je laisse donc la parole à Mathias Julliard, chargé de mission à l'AVIS au sein du pôle FSE, qui va vous parler des fonds européens et plus particulièrement des fonds structurels. À toi, Mathias. Merci Annelle. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous donner quelques informations concernant les financements européens que peuvent mobiliser les structures de l'ESS pour financer leurs projets.
Et je commencerai mon intervention en distinguant deux types de fonds européens existants. Vous avez d'une part les fonds sectoriels et puis également les fonds structurels. Donc, les programmes et fonds sectoriels, en fait, ils sont directement gérés par la Commission européenne ou par des agences qui vont lui être rattachées. Ils permettent de couvrir tous les domaines d'intervention de l'Union européenne, parmi lesquels on va trouver le programme Erasmus, par exemple, le programme LIFE qui intervient sur l'environnement, le programme Europe créative sur la culture. Mais vous avez aussi des programmes d'échange entre entrepreneurs. C'est le cas du programme COM, par exemple, ou des programmes dédiés plus spécifiquement à l'innovation sociale, comme EASY. Donc là aussi, géré par la Commission. Donc l'accès à ces fonds, il implique en général une dimension transnationale, dans le sens où ce sont des projets qui vont servir des financements qui vont servir à financer des projets construits en partenariat avec d'autres structures issues d'autres pays membres de l'Union. Et puis, vous avez également les fonds structurels, donc qui sont les principaux instruments financiers de la politique européenne de cohésion et qui doivent permettre de renforcer la compétitivité des régions européennes puis de réduire les écarts de développement qui existent entre elles. Donc ça, ce sont des fonds qui relèvent d'une gestion partagée entre la Commission et les États membres. Donc, c'est-à-dire que les enveloppes financières vont être gérées au niveau de chaque État, qui va définir, donc en concertation avec la Commission, une stratégie globale de mobilisation des fonds et qui va ensuite être déclinée de manière opérationnelle dans des programmes nationaux et régionaux qui vont donc venir préciser un petit peu les modalités et les champs d'intervention des différents fonds. Donc, les principaux fonds structurels sont le FSE, le FEADER et le FEDER. On va maintenant brièvement et successivement passer en revue. Donc, en ce qui concerne le FSE, on voit qu'il a vocation à intervenir en soutien de projets qui vont relever de différents champs d'intervention que vous voyez à l'écran, donc l'emploi, la formation, l'inclusion sociale. Donc, en fait, le FSE, il investit dans le capital humain. Vous avez deux types d'acteurs qui sont principalement responsables de la gestion de ce fonds. Donc, on a l'État d'un côté et puis les régions, en sachant que ces deux types d'acteurs peuvent à leur tour déléguer une partie de la gestion des crédits à d'autres structures, qu'on appelle les organismes intermédiaires. Et donc, sur le volet État, par exemple, on va retrouver la VIS, qui est donc un acteur du financement de l'ESS, et puis les conseils départementaux, par exemple. Donc, en ce qui concerne la dotation financière, sur 2021-2027, elle sera d'un peu moins de 7 milliards d'euros, avec un tiers qui sera géré par les régions en principe. Donc, on va maintenant évoquer rapidement le contenu du programme national FSE donc qui relève de l'État. Donc là, vous voyez à l'écran les 6 priorités d'intervention qui ont été définies. Vous avez les 3 premières qui sont les priorités principales dans le sens où ce sont elles qui vont concentrer finalement l'essentiel des crédits. Et puis, vous avez ensuite 3 priorités secondaires. Donc, on a mis en surbrillance les priorités 1, 4 et 6 qui vont peut-être cibler un peu plus spécifiquement le SS, l'entrepreneuriat et puis l'innovation sociale. Donc, on va regarder un peu plus en détail le contenu de ces 3 priorités. Donc, sur le premier volet, on a une première priorité qui va être essentiellement mise en œuvre par les départements qui sont chefs de file de l'insertion, avec une priorité qui englobe notamment l'IAE et qui permet aussi de financer des projets d'accompagnement vers l'emploi ou d'accompagnement social à destination de publics qui sont confrontés à des difficultés particulières d'insertion. Sur la priorité 4, on voit qu'elle intègre un objectif particulier qui est dédié au financement d'actions destinées à renforcer le SS et le secteur associatif. Donc, c'est sur cette priorité-là, sur cet objectif que va émerger la VIS. Et puis, on a une priorité 6 qui est plus spécifiquement orientée vers l'innovation sociale et qui va être gérée, celle-là, intégralement par l'État. Donc ça, ce sont les priorités d'intervention qui relèvent du programme national géré par l'État. Mais on a vu que les régions avaient aussi vocation à soutenir avec le FSE des projets qui peuvent relever de thématiques identiques. C'est le cas de la formation, par exemple, mais aussi du soutien qu'elles peuvent apporter à l'ESS en général, notamment dans le cadre de leurs compétences globales en matière de développement économique. Donc, on a des lignes de partage qui vont venir circonscrire un peu le rôle et les champs d'intervention de chacun des acteurs.
Et entre la VISE et les acteurs régionaux du financement, vous avez une ligne de partage qui tient notamment à la dimension du projet. C'est-à-dire que la VISE va avoir vocation à financer des projets qui ont une envergure nationale ou interrégionale. Et les projets qui sont un peu plus ancrés localement vont davantage relever de la compétence des gestionnaires de fonds qui travaillent à l'échelon départemental ou régional. Donc, les grandes thématiques d'intervention du fonds, elles sont définies dans le programme national et les programmes régionaux. Et ensuite, c'est chaque structure gestionnaire qui lance des appels à projets qui viennent préciser davantage la nature des actions qu'elles entendent financer. Et donc, si on prend le cas de la VISE, par exemple, donc sur la période 2014-2020, elle a lancé 13 appels à projets en réponse à des besoins identifiés qui couvraient donc les 6 thématiques que vous voyez à l'écran. Et elle a financé dans ce cadre des actions d'outillage, par exemple, d'ingénierie ou de capitalisation. Donc, on a soutenu financièrement 95 opérations qui étaient portées par 73 structures différentes. Donc, ça donne un taux d'ouverture assez intéressant. Et puis, on avait examiné au total 230 demandes de financement. Donc, en moyenne, le FSE distribué, il s'élève à 75 000 € par projet. Donc, on est sur des projets qui sont de taille relativement modeste. Voilà, et on finance aussi bien des têtes de réseau que des structures plus modestes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur le site de la VISE les fiches projets des opérations qu'on a soutenues. Et puis, vous pouvez aussi trouver les différents textes des appels à projets. Donc, en définitive, on voit que par rapport aux thématiques couvertes et au montant de la dotation financière, qui est relativement important, le FSE, finalement, c'est peut-être le fonds vers lequel les structures de l'ESS peuvent s'orienter prioritairement pour financer leurs projets, même si on va voir qu'il existe aussi des possibilités avec les autres fonds. Et donc, c'est le cas en particulier du FEADER qui peut permettre de financer des projets et structures de l'ESS dans le cadre de l'un de ses objectifs, donc qui vise spécifiquement le développement économique et social des territoires ruraux et qui est mis en œuvre dans le cadre du programme LEADER. Donc, la gestion de ce fonds, elle va essentiellement relever des régions et puis des groupes d'action locales, légales, donc qui rassemblent des acteurs publics et privés d'un territoire rural particulier, qui vont définir ensemble une stratégie locale de développement et qui vont mobiliser les financements FEADER en soutien de cette stratégie. Et donc, finalement, ça permet de financer des projets de nature assez variés qui vont s'inscrire dans les thématiques qui relèvent, par exemple, de la mobilité, de l'alimentation durable ou du commerce de proximité. Donc, on a une dotation financière pour le FEADER qui s'élève à un peu plus de 11 milliards d'euros, en sachant que l'essentiel des crédits va quand même être absorbé par l'objectif compétitivité du secteur agricole, et que les financements leaders représentent une part assez marginale de l'ensemble du fonds. Ça représente environ 5% de la dotation globale. Donc, pour avoir un peu plus d'exemples de projets cofinancés par le FEADER, je vais vous renvoyer au site des conseils régionaux, tout simplement. Et puis, vous pouvez éventuellement regarder aussi le site Internet Leader France, donc qui va proposer, en plus des projets financiers, une cartographie des différents GAL du programme Leader. Donc, si on passe au FEDER maintenant, voilà, donc là, vous avez les grands domaines d'intervention et vous avez le soutien de l'ESS qui va plutôt se faire à travers l'objectif général de compétitivité des PME. Vous avez 2 volets. On a un volet à dimension purement régionale, puis un volet aussi transfrontalier qui peut aussi permettre de financer des projets ESS. La gestion qui va relever uniquement des régions et éventuellement d'organismes intermédiaires, avec une dotation financière sur 21-27 qui est un peu plus de 10 milliards d'euros. Donc là encore, pour avoir des exemples de projets cofinancés, vous pouvez consulter le site internet des régions et puis éventuellement l'Europe en France aussi, qui est un site national qui agrège pas mal d'informations sur les différents fonds européens. Et donc, les fonds européens, ils obéissent à certaines modalités, principes d'intervention. Ce
qu'il faut retenir, c'est que l'essentiel des financements est alloué sous forme de subventions, même si les régions ont tendance à développer des formes alternatives, dans le sens où elles vont mobiliser aussi une partie des crédits sous forme de prêts, de prise de participation, de garantie. Mais c'est un financement qui reste encore très, très marginal. Vous avez un principe de cofinancement qui signifie que les fonds européens n'ont pas vocation à couvrir l'ensemble du coût de vos projets. Donc, en fait, il y a des taux de financement plafond qui sont définis et qui vont varier en fonction du niveau de développement économique des régions. Donc, il y a un taux de 40% pour les régions développées, 60% pour les régions en transition et puis 85% pour les régions en développement. Vous avez aussi des taux d'intervention qui peuvent varier en fonction de certaines thématiques. Par exemple, sur la priorité 6 qu'on a vu tout à l'heure, qui relève du programme national sur l'innovation sociale, vous avez un taux dérogatoire qui peut monter jusqu'à 95%. Donc, l'attribution des financements européens, elle suppose aussi que les porteurs de projets aient une certaine capacité administrative et financière, dans le sens où l'essentiel des fonds va être versé finalement après la fin de l'opération, sur la base des dépenses qui auront été effectivement engagées pour mettre en œuvre le projet. Donc, vous avez un laps de temps qui peut être relativement important entre le moment où le financement vous est juridiquement octroyé, finalement, et le moment où il vous est effectivement payé. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, concernant la charge administrative, vous avez l'obligation tout au long de votre projet de recueillir un certain nombre de pièces, donc de livrables qualitatifs et puis de pièces comptables que vous devez remettre à la fin de votre opération au gestionnaire et qui vont aussi conditionner pour partie le paiement de la subvention. Donc, on voit qu'il y a une charge administrative qui n'est pas neutre, mais qui, avec un petit peu d'organisation et d'anticipation, est tout à fait gérable, en sachant qu'il existe aussi des mécanismes qui permettent un peu d'alléger ces contraintes. Et donc, je terminerai mon intervention simplement en vous donnant quelques éléments de calendrier. Donc, le lancement de la programmation 2021-2027, il a pris un peu de retard à cause de la crise sanitaire. Mais on tient le bon bout. Et normalement, les premiers appels à projets devraient pouvoir être lancés d'ici la fin du premier semestre 2022. La vise, nous, ce sera plutôt à l'automne, voilà, pour les appels à projets un peu ouverts sur l'extérieur. Et je terminerai également en vous donnant une petite information pour ceux que ça intéresserait. La vise organise en partenariat avec l'agence Erasmus+, un webinaire qui sera dédié à la présentation de ce programme, et qui aura lieu le 24 mars prochain. Donc, si jamais vous êtes intéressés, les inscriptions sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ensemble des structures gestionnaires de crédit, la région, les départements, pour voir un peu les possibilités de financement qui peuvent s'offrir à vous. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mathias. On va passer maintenant à une intervention de Raphaël Sebag, responsable du pôle études et innovations de FAIRE, sur les fonds à impact et les fonds solidaires. C'est à vous, Raphaël. Anaëlle, donc Raphaël Sebag, je suis responsable du pôle études et innovations chez FAIRE. Donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est que FAIRE? FAIRE, c'est l'association qui est issue de la fusion entre Finansol et l'Impact Invest Lab. Donc Finansol, qui est un acteur historique de la finance solidaire, qui gère notamment le label du même nom, et l'Impact Invest Lab, qui était plutôt un laboratoire d'innovation sur l'impact et qui travaillait en particulier sur les contrats à impact et sur l'international. Donc, FAIRE, c'est un collectif d'acteurs de la finance à impact social et son objectif est à la fois en France de fédérer les acteurs de la finance à impact social et à l'international d'être un pôle d'expertise français dans le domaine de la finance à impact social. Donc, on appartient notamment à l'international, au réseau que vous connaissez peut-être du Global Steering Group sur l'investissement à impact et on essaye de diffuser les bonnes pratiques françaises à l'international puisqu'on est assez avancé dans le domaine de la finance à impact social en France. Alors aujourd'hui, FAIRE, ça regroupe environ 120 membres. Donc vous avez, donc à fin 2020, 120 membres. Vous avez à la fois des entreprises sociales et solidaires qui ouvrent leur capital à l'investissement solidaire. Vous avez aussi des investisseurs, mais vous avez aussi des personnes qui sont des amis de la finance à impact social
et qui souhaitent voir le secteur se développer, mais qui ne sont pas vraiment des praticiens. Donc c'est un bon lieu d'échange et de réseautage, on va dire, faire, puisqu'on a plusieurs groupes de travail en fonction des spécialités de nos adhérents, des thématiques que nos adhérents ont besoin d'approfondir. Et du coup, c'est un bon lieu pour trouver notamment des investissements si vous êtes en recherche d'investissement. Donc notre périmètre, c'est celui qu'on appelle de la finance à impact social. Alors, c'est la finance qui recherche un retour financier et un retour social en privilégiant le retour social. Donc tout ça, ça regroupe la finance solidaire, qui est en gros l'épargne des épargnants, qui est placée sur des produits financiers solidaires et qui relie, enfin cette épargne en fait relie les épargnants aux entreprises qui possèdent une activité à forte utilité sociale et environnementale. Et ça regroupe en plus de la finance solidaire une partie de la finance à impact. Il y a 3 critères pour être définis, qui sont ceux de l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure d'impact. Donc en gros, c'est une recherche d'investissements qui ont des retours financiers et des retours sociaux. Donc vous avez dans la finance solidaire les fonds solidaires, l'actionnariat solidaire, les microcrédits, des produits bancaires solidaires et puis aussi des produits de partage qui donnent une partie de leur intérêt à des associations ou des entreprises de ESUS. Et dans la finance à impact, vous retrouvez une partie des fonds à impact, ce qui favorise la recherche d'impact à la recherche de rentabilité. Et vous avez d'autres produits comme les contrats à impact ou les obligations sociales. Donc moi, pour aujourd'hui, je vais vous parler, si on revient à la cartographie de la Vise, je vais vous parler de la partie qui est en jaune. Donc c'est tout ce qui est apport en fonds propres et apport en quasi-fonds propres par des investisseurs dits soit à impact, soit solidaires. Donc vous avez, pour ce qui est de l'apport en fonds propres, tout ce qui est l'apport en capital, notamment, mais aussi des apports associatifs, des financements participatifs et puis pour ce qui est quasi-fonds propres, vous avez des obligations, des titres associatifs pour les associations et des titres participatifs qui sont principalement pour les coopératives. Donc pour commencer, déjà, on va parler de fonds à impact. Donc qu'est-ce que c'est que les fonds à impact? Ce sont des fonds qui investissent les liquidités de leurs souscripteurs. Donc les souscripteurs, ça peut être soit des investisseurs institutionnels, soit des investisseurs individuels. Et donc ces liquidités sont investies dans des clients qui sont des projets à fort impact social ou environnemental, sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Donc, ça va être principalement, vous avez aussi des outils de dette, mais principalement de l'apport en capital. Donc le principe de ces fonds à impact, c'est qu'ils investissent dans des structures qui génèrent un fort impact social et qui demandent aussi de la mesure d'impact. Donc ils souhaitent avoir un petit peu des comptes rendus de ce que l'association ou l'entreprise fait pour pouvoir eux-mêmes rendre des comptes à leurs souscripteurs. Donc enfin, quels sont les fonds qui sont proposés? C'est assez divers, en fait. Vous avez des fonds qui peuvent aller de moins de 50 K € à plus de 3 millions d'euros. Ça dépend des entreprises et FAIR va publier au mois d'avril normalement, en plus de ce qu'a pu faire la Vise, un outil sur qui sont les financeurs solidaires et quel montant d'investissement et quelle maturité est-ce qu'ils peuvent rechercher dans leur investissement. Donc vous avez des acteurs comme l'IDES, Desfin Gestion, qui investit entre 100 000 € et 1,5 million d'euros. Mais vous avez aussi des acteurs, et on va rentrer un petit peu plus en détail sur eux, comme la Commission Impact de France Invest. Donc la Commission Impact de France Invest, c'est un réseau professionnel qui est dédié aux investisseurs en capital en France. Et dans ce réseau, vous avez un club qui est le Club Impact de France Invest, qui a été lancé en 2012, qui réunit à peu près 33 acteurs, donc, enfin 33, non, 88 investisseurs, et qui génère 3,3 milliards d'euros. Donc, vous pouvez retrouver sur internet l'annuaire de France Invest avec des contacts, d'où vient leur argent, quelles sont les entreprises qui sont financées, quels sont leurs secteurs d'activité, enfin, quels sont les secteurs dans lesquels ils cherchent à investir
Et donc, vous pouvez contacter le réseau France Invest directement. Ce qui réunit en fait les acteurs de France Invest, c'est 3 critères. Donc ils signent une charte en fait en rentrant dans le club impact de France Invest. Le premier critère, c'est d'avoir un double objectif de recherche de performance financière et d'impact. Et eux, contrairement à FAIRE qui recherchent des acteurs qui sont plutôt tournés vers l'impact, eux recherchent plutôt un juste équilibre entre la rentabilité et l'impact. Le deuxième critère, c'est celui qu'on appelle de l'additionnalité, c'est-à-dire qu'ils recherchent un engagement actif auprès des entrepreneurs. En fait, ils apportent un investissement, mais ils apportent aussi un accompagnement, en termes de RH, ils participent au conseil d'administration. Donc du coup, ils vont vraiment accompagner l'entrepreneur pour grandir et pour, maximiser son impact, en fait. Et puis le troisième objectif, le troisième critère, c'est celui de la mesure d'impact des investissements. Donc, vous avez un reporting régulier qui est fait auprès de leurs souscripteurs pour, mettre en avant l'impact, qu'ils, génèrent. Les deuxièmes acteurs dont on va parler, c'est les fonds d'investissement solidaire. Alors ça, c'est vraiment le périmètre de FAIRE, pour le coup. Donc eux ont pour, spécificité de venir financer des projets solidaires. Alors comment est-ce qu'on caractérise des projets solidaires? Une manière de les caractériser, c'est d'avoir l'agrément ESUS pour les entreprises qui sont financées. L'agrément ESUS, il a 4 critères. Le premier critère, c'est de poursuivre une utilité sociale à titre d'objectif principal. Le deuxième critère, c'est que cette utilité sociale doit avoir un impact sur, le compte de résultat ou sur la rentabilité de l'entreprise. Le troisième critère, c'est un critère qui est lié à l'activité elle-même de l'entreprise, donc d'avoir une politique de rémunération, qui soit, enfin, qui soit capée déjà et en plus, qu'il y a un écart pas trop élevé entre les premiers salaires et les salaires les plus élevés. Et le quatrième critère, c'est que les titres de la société ne doivent pas être négociés sur un marché financier. Donc cet agrément ESUS, c'est un petit peu le Graal pour obtenir les financements solidaires. Donc dans les financements solidaires, heu, vous pouvez avoir des banques qui financent, mais vous avez surtout ce qu'on appelle les fonds 90-10. Donc ça, c'est ce que vous mettez en tant qu'épargnant dans un FCPE, un fonds commun de placement, et ces fonds vont investir à 90 leurs actifs, en actions. Pour ceux qui sont labellisés Finansol, les actions sont des actions ISR, donc qui recherchent quand même une utilité sociale et 10 des actifs sont investis directement dans le capital des entreprises sociales avec différentes politiques d'investissement. Donc vous avez des acteurs comme Inco, par exemple, qui est un investisseur solidaire. Le ticket moyen, c'est entre 300 000 et 5 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est assez large. Les maturités, ça peut être, de la création à des entreprises qui sont plus avancées dans leur, maturité. Mais vous avez assez peu de fonds qui investissent dans des vraiment projets d'incubateurs qui sont, vraiment au stade de l'amorçage. Pour Garrigue, vous voyez que les tickets moyens sont beaucoup plus faibles, entre 20 000 et 40 000 euros. Donc, c'est des prises de participation minoritaires. Et puis, vous avez d'autres acteurs qui ont des fonds solidaires assez importants, comme Mirova ou comme Amundi. Et la plupart de ces fonds solidaires, en fait, vont aller vers 3 acteurs, qui sont Habitat Humanisme, ADI et France Active. Et puis ces acteurs, notamment France Active, vont redistribuer, cet investissement, vers des entreprises de l'ESS ou des entreprises ESUS. Donc pour faire un petit focus sur France Active, c'est une organisation, donc vous allez avoir bien sûr un focus plus développé juste après, mais c'est une organisation qui est dédiée aux entreprises à impact et qui couvre un large éventail de besoins financiers, avec une particularité qui est qu'elle a des associations locales dans toute la France. Donc elle peut vraiment financer des projets régionaux et vous accompagner au plus près en fait. Donc vous avez des véhicules financiers qui sont indépendants pour France Active, vous en avez 3. Vous avez à la fois de l'investissement en capital, mais aussi des prêts et des garanties.
Et ces 3 véhicules, donc capital, prêt et garantie, sont vraiment adaptés aux besoins des entreprises sociales. Voilà. Pour vous faire en fait, ces investisseurs en fonds propres, donc fonds solidaires ou apport en capital par fonds à impact, sont en fait ce qu'on appelle des investisseurs en capital patient, qui vont avoir des critères d'éligibilité de leurs investissements qui sont complètement adaptés aux entreprises à impact. Donc déjà, pourquoi patient? Parce qu'ils vont investir sur des périodes beaucoup plus longues que des investisseurs en capitaux traditionnels, donc des périodes de l'ordre de 7 ans, tandis que les investisseurs en capital traditionnel vont plutôt investir de l'ordre de 4 à 5 ans. Ensuite, ils ont un objectif stratégique qui est l'impact, qui est vraiment adapté aux entreprises ESS ou aux entreprises ESUS. Donc ils recherchent des investissements qui génèrent de l'impact, comme objectif principal de leur activité, en fait. Parfois, il y a une absence de capitaux propres chez certaines organisations, comme par exemple les associations. Et donc, du coup, ces acteurs vont s'adapter en proposant des titres participatifs ou des titres associatifs. Donc, utiliser des instruments qu'on appelle de quasi-fonds propres pour s'adapter aux besoins des des entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir. Ensuite, vous avez des retours financiers qui sont réputés plus faibles dans l'investissement à impact que dans l'investissement en capital classique. Donc, ils adaptent vraiment la rentabilité demandée au modèle d'entreprise dans lesquels ils investissent. Ils apportent, ça c'est assez important, c'est qu'ils apportent un support, un conseil sur des éléments clés pour maximiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impact des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et puis, quand ils sortent de leur investissement, ils vont vraiment faire attention au fait que l'impact soit maintenu. C'est-à-dire que la personne qui va reprendre cet investissement, racheter cet investissement, soit c'est l'entreprise elle-même, soit c'est une société qui va pouvoir continuer à générer de l'impact avec l'entreprise dans laquelle ils ont investi. Donc, je vais vous parler de quasi-fonds propres et un des instruments de quasi-fonds propres, notamment, ce sont les titres associatifs qui sont du coup faits pour les associations. Donc, il y en a assez peu qui ont été souscrits aujourd'hui parce que c'est assez compliqué à mettre en place, notamment pour des questions administratives. Mais ces titres, à partir du moment où vous en avez émis un, c'est vraiment beaucoup plus facile d'en émettre plusieurs. Donc, vous voyez qu'il y a peu d'associations qui l'ont fait, mais que les associations qui l'ont fait plusieurs fois et parfois pour des montants significatifs qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros, comme l'a dit en 2015, qui a levé 9,2 millions d'euros, ou l'UCPA en 2018 qui en a levé 5. Donc, je crois que vous n'avez pas tous les financements associatifs, les titres associatifs dans notre graphe, mais vous avez la majeure partie d'entre eux. Donc, c'est un titre qui a été créé en 85, qui a eu peu de succès, mais qui a plus de succès depuis 2014, puisqu'elle a été remise à jour avec la loi ESS de juillet 2014. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du capital patient, puisque le remboursement a lieu qu'à l'issue d'un délai minimal de 7 ans, ou à partir du moment où les excédents générés par votre activité dépassent le montant de l'émission que vous avez faite de titres associatifs. Le taux qui est proposé aux investisseurs, c'est un taux qui est plafonné au TMO plus 5,5%. Donc, on n'est pas à beaucoup plus que 5,5%, on est à 6, je crois, aujourd'hui. Le titre associatif, il faut que ce soit l'assemblée générale de l'association qui décide de l'émettre. Vous avez des prérequis pour les titres associatifs. Donc, il faut que votre association ait au moins 2 ans et il faut qu'il y ait un business plan sur au moins 7 ans, puisque c'est la durée minimale du associatif, avec une notice partagée aux investisseurs à l'émission. Donc, vous avez 2 acteurs qu'on connaît plutôt bien, nous, qui font des titres associatifs, qui sont en fait ce qu'on appelle des arrangeurs, qui vous permettent de trouver des investisseurs et de vous aider à monter l'émission. Ça va être INCO et le Crédit Coopératif. Voilà, donc si vous cherchez des investisseurs, n'hésitez pas à nous contacter chez FAIR, puisque assez souvent, nous avons des investisseurs qui cherchent à ce qu'on appelle diversifier leur poche solidaire. Donc, ils cherchent des entreprises diverses pour pouvoir investir leurs fonds solidaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et je vais repasser la parole à Anaëlle. Merci beaucoup, Raphaël.
Maintenant, on va passer à la dernière intervention avec Axel Detamaker, chargé d'études chez France Active. Et je vous rappelle seulement que vous pouvez poser toutes vos questions dans le module questions et réponses, donc n'hésitez pas. Axel, c'est à toi. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vais commencer. Hein. Je suis chargé d'études chez France Active. Raphaël a très bien présenté un peu la philosophie de notre réseau. Alors, comme elle l'a bien précisé, nous sommes un réseau qui, historiquement, voilà, on fait du financement. On est un financeur solidaire. En fait, juste pour vous présenter rapidement notre réseau de financement, en fait, à la création de France Active, il y a un peu plus de 30 ans, on est parti de 3 constats. Le premier, c'est que pour nous, l'entrepreneuriat, c'était un facteur d'inclusion, d'impact, de transformation sociale. Donc, l'inclusion dans l'emploi, l'accessibilité à des services dans des territoires qui en sont dépourvus, par exemple, la transition écologique, énergétique, lien social, etc. Donc, il y avait tout un foisonnement d'entrepreneuriat qui était justement, qui permettait, ou en tout cas qui permet encore aujourd'hui de toute façon, de transformer en fait la société. Le deuxième constat, c'est que, en fait, il y avait de nombreux freins et il y en a toujours encore aujourd'hui. On l'a vu à travers toutes les questions que vous posez dans le chat. Et parmi ces freins, effectivement, il y a la question du financement. Par exemple, on va soutenir, nous, à France Active, des personnes qui vont créer leur entreprise et qui ne disposent pas de gros revenus, qui ont assez peu de patrimoine. Donc, c'est très difficile d'aller voir la banque dans ces conditions-là. De l'autre côté, il y a aussi des projets qui sont, pour beaucoup de financeurs, en tout cas classiques, qui sont peu rentables, hein, Raphaël l'a précisé, atypiques, etc. En fait, tous ces critères-là, c'est aussi des facteurs d'exclusion des circuits de financement. Le troisième constat, c'est que, à côté, et là encore, Raphaël de Fer l'a bien dit, c'est qu'il y a aussi des moyens financiers importants qui circulent. Il y a de l'argent et en plus, il y a une vraie volonté d'engagement sur, en fait, donner du sens à son argent. En fait, c'est ce qu'on appelle la finance solidaire et puis la finance à impact. Et en fait, cette volonté de donner du sens à l'argent, ça vient des citoyens, mais aussi des banques, hein, des gestionnaires d'actifs, des pouvoirs publics, etc. Concrètement, donc nous, on va cibler, après ce petit laïus sur la raison d'être, en tout cas l'historique de France Active, nous, donc on va cibler en fait 3 types d'entrepreneurs, hein, si on doit un peu les catégoriser: les créateurs d'entreprises éloignés de l'emploi ou en difficulté, qui sont en minima sociaux, qui sont en territoire fragile, etc. Les entreprises, on va dire, classiques, mais qui sont en phase de transition, dans des démarches de transition. Ça, c'est vraiment une toute petite partie de notre activité, mais il existe effectivement des entreprises, des petites entreprises qui essaient d'engager des démarches de transition. Et puis, et là, c'est plus le sujet d'aujourd'hui, les structures de l'ESS. Donc, j'ai vu dans le chat, hein, les structures de l'ESS, c'est tout le cadre de la loi de 2014, hein, c'est-à-dire évidemment les associations, les coopératives, Label ESUS, etc. Donc voilà, on va soutenir ces entreprises que, pour nous, en fait, ces entreprises, ces structures qui sont les plus engagées dans des démarches d'impact, de transformation sociale, etc. Alors, comment, en fait, aujourd'hui, on va accompagner toutes ces structures, et en particulier ces structures de l'ESS? On va les accompagner, en fait, avec en fait, on va avoir un peu trois grandes offres, mais comme je vous le disais, historiquement, France Active, c'est un réseau qui, de financeurs, enfin de financement, hein. On est organisé, donc on a 35 associations territoriales, associations qui sont dans les territoires. Et puis, au-dessus, vous avez une association nationale qui chapeaute un peu le tout. Donc, comment on va accompagner l'ensemble de ces structures de l'ESS? Déjà, donc, avec des financements, je vais peut-être le détailler un peu après.
Je vous donne un peu la partie un peu globale pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on propose aux structures de l'ESS. Donc, des financements, on parlait donc des garanties de prêt, des primes, qu'on pourrait appeler plutôt subventions aussi, des investissements en fonds propres. Tout à l'heure, je vais plutôt évoquer la partie prêt participatif avec vous. Et à côté de ça, en fait, à côté de ces financements, en fait, il y avait une volonté aussi de valoriser aussi nos savoir-faire et si vous voulez, de répondre à un besoin non satisfait dans les territoires. C'est pour ça qu'en fait, on a commencé à proposer de plus en plus, et ça commence à faire de plus en plus longtemps, qu'on propose de l'accompagnement. Alors attention, c'est de l'accompagnement qui se base sur nos savoir-faire de financeurs, qui se met évidemment en complément des autres acteurs de l'accompagnement sur les territoires, comme le DLA, les incubateurs, le réseau des SCOP, les CRES, etc., les BGE. Voilà. L'idée, c'est que avec notre accompagnement, c'est justement conseiller les structures de l'ESS sur la stratégie financière, la mobilisation de tour de table, les relations à la banque, parce que nous, historiquement, on a commencé par garantir des prêts, etc. Donc, on est des prêts bancaires, et donc on était historiquement très proche des réseaux bancaires. Et donc, on a développé une expertise pour permettre justement une mise en relation avec la banque, organiser le tour de table financier avec eux, etc. Simplement, donc voilà, je vous ai donné quelques chiffres. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Simplement, comment dirais-je, j'ai vu dans le chat quelques questions, notamment sur les associations. Alors, comme vous le voyez, donc France Active, sur la partie ESS, soutient en fait principalement des associations, donc à 74%. Alors attention, ce sont des chiffres de 2020 encore, mais voilà, je tiens à le préciser. Voilà, je n'ai pas m'attarder dessus, mis à part que effectivement tous ces projets-là, ou en tout cas en grande partie, sont financés par de l'épargne solidaire, c'est-à-dire des épargnants engagés qui veulent donner du sens à leur argent. Ce que je vous propose, donc là, on va peut-être entrer dans le vif du sujet. Anaëlle, tu as tout spoilé. Pardon. Pas de problème. Il n'y a plus de surprise maintenant. Ce que je vous propose de faire, c'est là, cette fois, de vous parler des prêts participatifs que propose France Active. Alors, je tiens tout de même à préciser, peut-être première précision, attention à la confusion entre prêts participatifs et prêts issus des plateformes de finances participatives. Ce n'est pas exactement la même chose. Et je vais vous dire pourquoi. On peut passer sur le prêt. Merci beaucoup. Alors, le prêt participatif de France Active, donc c'est un prêt qui, alors, au niveau des ressources, c'est toujours de l'épargne solidaire. Voilà, et en fait, ce prêt participatif-là, il est donc destiné à toutes les structures de l'ESS, qu'elles soient en création, en développement ou en transformation. Sur la partie un peu en amont de la création, justement, je voyais des questions dans le chat. Il y a d'autres dispositifs de l'émergence qu'a très bien évoqué Anaëlle. France Active porte la place de l'émergence. Donc là, on va être plus dans un soutien à l'émergence en amont de la création. Donc, il n'y a pas forcément d'emploi, etc. Donc, le prêt participatif, retenait qu'il peut être, il cible principalement les structures en création, développement ou transformation d'activités. L'idée derrière de ce prêt participatif France Active, c'est qu'il permet de répondre en fait à deux grands besoins de financement qui sont les besoins en trésorerie, en décalage de trésorerie, qu'on appelle dans le jargon le besoin au fonds de roulement, et au niveau, en tout cas, il va permettre de financer également les investissements.
Autre caractéristique, c'est qu'il va permettre de sécuriser le projet et de faire levier en renforçant le haut de bilan. Alors pourquoi en fait, un prêt participatif, alors il n'y a pas que France Active qui en propose, hein, mais en tout cas, les prêts participatifs, ce sont des prêts qui vont être un peu différents des prêts, par exemple, bancaires. C'est ce qu'on appelle un prêt participatif, ce qu'on appelle une dette junior, donc qui va se placer un peu plus haut dans le bilan. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si la structure a des difficultés et peut passer en liquidation, ça veut dire que il y a, si vous voulez, la banque se fait rembourser avant nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'en fait, nous, on va prendre plus de risques. On va prendre plus de risques que les financeurs. Et qui dit prendre plus de risques, dit faire levier sur d'autres financements. C'est-à-dire que les autres financeurs vont se dire, on a un acteur qui existe depuis 30 ans, qui prend énormément de risques sur la structure, qui a fait une expertise du dossier sérieuse en l'occurrence, et qui prend autant de risques, nous, on va venir avec eux. On va venir soutenir le projet. Et c'est un peu en fait la philosophie de ce prêt participatif, c'est qu'elle répond en fait à notre raison d'être. C'est-à-dire qu'elle va permettre d'accéder plus facilement au circuit de financement pour mener à bien son projet dans de bonnes conditions. Sur les caractéristiques un peu techniques de ce qu'on va proposer, sachant qu'il y a d'autres acteurs comme je pense le mouvement des SCOP qui vont proposer des prêts participatifs. Nous, de notre côté, les prêts participatifs, ça dure 7 ans. Ça peut durer jusqu'à 10 ans, voire plus parfois. Voilà. Mais en tout cas, le socle, ça va être un prêt qui va durer jusqu'à 7 ans, pardon, avec des montants qui peuvent aller jusqu'à 200 000 euros. Sachez qu'on est capable aussi de faire des prêts participatifs beaucoup plus petits pour toucher des structures beaucoup plus modestes. Sur les modalités de remboursement, alors là, pareil, on entre vraiment dans la question de la prise de risque que j'évoquais avec vous. C'est-à-dire qu'on va en fait proposer des différés de paiement. L'idée, c'est en fait déjà de permettre c'est une prise de risque supplémentaire. Et puis par ailleurs, c'est surtout derrière l'idée de laisser souffler un certain nombre d'années la structure qui aura bénéficié du prêt. Et on l'a vu, et Raphaël l'a évoqué tout à l'heure, on est aussi, ce ne sont pas des structures qu'on va financer, ce n'est pas des entreprises du CAC 40 qui sont capables de dégager très rapidement des résultats, des excédents, mais des structures modestes, et puis en fait où le projet associatif ou le projet social est au centre. Donc, il y a un enjeu de rendement, etc., de dégager des résultats. En fait, on va proposer des aménagements justement pour qu'elles puissent plus facilement rembourser. Voilà. Je passe aussi sur les prix, en tout cas le coût de ce prêt participatif qui est de 2%, alors c'est fixe. Ça peut être un peu plus élevé si on va sur des montants très élevés, comme j'évoquais tout à l'heure, 2,5 millions d'euros, ou sur des durées beaucoup plus longues, sur 10 ans par exemple ou plus. Voilà, là, on est beaucoup plus sur du sur-mesure. À ces conditions-là, il n'y a pas de garantie sur ces prêts. Et il y a toujours, comme je l'évoquais tout à l'heure, un accompagnement et un suivi dans la durée. C'est-à-dire que tous les ans, on va aller voir la structure financée pour voir un peu comment, si tout va bien, si y a eu une baisse ou pas d'activité, est-ce qu'on peut reconseiller, on peut peut-être rediscuter stratégie, etc. On est vraiment dans une posture où justement on va accompagner et pas prendre la décision à la place des structures. Voilà à peu près sur le prêt participatif. J'espère que j'ai été clair. C'est
peut-être pas évident, mais voilà. En tout cas, on aura l'occasion de pouvoir échanger par la suite. Je voulais, juste pour terminer, peut-être faire un zoom sur le prêt relève solidaire de France Active. Je profite, voilà, en fait, ce prêt de relève solidaire, donc il est financé, en tout cas, tout l'ensemble du dispositif est financé par la Banque des Territoires. Avec le soutien des régions de France, je vais y arriver, et des partenaires privés. Alors, c'est quoi en fait concrètement ce prêt relève solidaire? C'est un prêt de trésorerie de très court terme cette fois. On est beaucoup moins sur du long terme, sur de la projection, comme peut l'être le prêt participatif. On va cibler en fait des structures ESS en difficulté. Et en fait, l'idée derrière ce prêt de trésorerie assez court, 12 à 18 mois, c'est de permettre à la structure de souffler pendant que, et puis parallèlement, on va lui proposer un accompagnement un peu sur un espèce de plan de relance, un plan de relance donc à l'échelle de la structure évidemment, qu'on va accompagner avec elle. Donc, on va proposer et du financement et un accompagnement donc, qui sera évidemment gratuit ou en tout cas financé sur des fonds publics, notamment de la Banque des Territoires et des partenaires publics et privés. Et donc, voilà, on va mettre en place un accompagnement. Alors, concrètement, cet outil on appelle ça peut-être... L'idée, c'est derrière, c'est de faire face à l'urgence, mais aussi de préparer l'avenir en proposant après ce prêt de trésorerie des prêts de plus long terme, des solutions de financement de plus long terme, comme peut l'être le prêt participatif que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, ce prêt de trésorerie, il court de 12 à 18 mois. Il peut aller jusqu'à 100 000 euros. Évidemment, on peut aller sur des montants beaucoup plus bas. Si nécessaire. On est également, comme la structure est en difficulté, notamment de trésorerie, on est vraiment sur des modalités souples de remboursement, avec la volonté de s'adapter en fait à la situation de la structure. Alors, on propose des remboursements in fine. Alors, in fine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rembourser le capital. En l'occurrence, il n'y a que le capital, il n'y a pas d'intérêt, à la fin de la durée du prêt. Si le prêt dure 18 mois, le prêt va être remboursé entièrement au bout de 18 mois. Après, il y a des possibilités de rééchelonnement, des remboursements anticipés, etc. Bref, retenez que c'est des modalités de remboursement extrêmement souples. Le prix, j'ai mis prix modéré, mais en fait, il est de 0%, donc il est, je pense, assez modeste. L'idée, voilà, pareil, l'idée, c'est pas de plomber une structure en difficulté. Voilà globalement ce qu'on va proposer. Alors, c'est deux focus. On a plein d'autres outils que vous pourrez voir dans la très bonne cartographie de la Vise. Voilà, et donc pour finir et pour nous contacter, on a 135 points d'accueil dans toute la France. Donc les points d'accueil, vous pouvez les trouver sur notre site franceactive.org. Voilà. Peut-être que je vais pouvoir les mettre dans le chat. Voilà, merci. J'espère que j'ai été clair et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, Axel. Merci beaucoup à tous les intervenants. On va maintenant passer à une partie questions-réponses. Donc, j'ai une première question peut-être pour Marianne Faucheux. Pouvez-vous expliciter la place des financeurs dans la gouvernance de la structure ou du projet? Okay. Alors ça va dépendre de l'outil de financement qui est utilisé et du montant. Typiquement, un financeur en subvention ne doit pas s'impliquer directement dans la gouvernance. Pour autant, en général, il y aura un comité de suivi de la subvention qui se réunira généralement une fois par an, si on est sur un projet pluriannuel, et qui va décider si oui ou non le financement de l'année suivante est accordé. Donc, il y a déjà un financeur en subvention
il s'implique pour dire: «Est-ce que je continue à financer tel que c'était prévu?» Première chose. Un financeur plutôt de bas de bilan, typiquement un financeur bancaire, il va pas s'impliquer dans la gouvernance. Mais en général, dans le prêt, il y a ce qu'on appelle des covenants qui disent: «Oui, la structure, le prêt est accordé pour financer tel projet et par exemple, si la structure ne pourra pas faire de gros investissements sans prévenir la banque». Donc là, il y a on va dire, des covenants qui limitent les capacités, enfin qui limitent la structure pour préserver, le financeur. Parce que le but du jeu, c'est quand même que, à terme, la structure, elle rembourse le prêt dont elle a bénéficié. Dernier type d'investissement en quasi-fonds propres ou même en fonds propres. Là, en général, l'implication des financeurs dans la gouvernance va être plus forte. Alors, elle peut être par un type de covenant ou directement dans la gouvernance, par exemple dans une société. Si on investit en actions, eh ben, la plupart du temps, le financeur va jouer son rôle et donc participer au conseil d'administration ou comité stratégique de la société pour jouer son rôle, c'est-à-dire s'impliquer dans le projet. Une image qu'on dit parfois, c'est que un financeur en subvention, il met de l'argent, il met de l'essence dans le camion et il laisse aller le camion. Le financeur investisseur en action, il va monter dans le camion et il va aider à aller dans la bonne direction. Après, c'est toujours l'équipe de la structure qui fait le travail et qui fait la gestion au quotidien. Donc voilà, différents niveaux d'implication qui sont liés au mode d'intervention et à la prise de risque de l'investisseur. Merci beaucoup, c'est très clair. J'ai 2 questions pour Raphaël. Est-ce qu'il existe des fonds spécifiques pour les entreprises de l'ESS qui ont des activités internationales, notamment dans les relations sud-nord? Et plus largement, qui doit-on contacter afin d'étudier les financeurs qui seraient intéressés par rapport à notre projet sur les fonds à impact? Alors oui, sur l'international, vous avez notamment IEP, mais il y en a peu, en fait, finalement, des investisseurs internationaux. Vous pouvez nous contacter, nous, du coup. Alors, vous pouvez aller sur notre site internet et il y a une rubrique contact et on répond aux mails sans aucun problème. Et on vous mettra en contact notamment avec Sarah Perrier qui s'occupe de la gestion du label et qui pourra vous mettre en contact avec d'autres entreprises ou alors avec Camille Mance qui organise ce qu'on appelle les conventions d'affaires où on vous fait rencontrer. Donc, nous, on a besoin de projets, donc n'hésitez pas où on vous fait rencontrer les investisseurs qui sont membres de notre réseau et qui souhaitent investir. Super, merci beaucoup. J'ai 2 questions pour Axel de France Active. Est-ce que les prêts participatifs peuvent servir de relais de versement aux subventions européennes, par exemple? Et plus largement, est-ce que le prêt relève peut être utilisé en prêt relais pour avancer la trésorerie d'une subvention? Alors, il y a 2 choses, derrière, hein, sur le prêt participatif. Alors, j'ai vu le même type de question sur le PGE aussi. Est-ce que le prêt participatif France Active peut prendre le relais sur le PGE? Donc sur le prêt participatif, alors ça va dépendre en fait, hein, on n'exclut pas a priori ça. En revanche, c'est extrêmement, risqué, et c'est pour ça d'ailleurs que les banques financent assez peu ce type de relais de trésorerie. Globalement, nous, on va pas regarder ce que ça va financer, on va plutôt regarder, on va regarder quel projet, global on va financer, en tout cas en tout cas, quel projet va financer la subvention. C'est ce qu'on va regarder et puis c'est surtout qu'en fait, on va, expertiser la structure. Non, on va regarder la structure de manière globale. Donc, on va émettre une expertise, on va expertiser la partie un peu stratégique, on va expertiser le modèle économique, on va expertiser tous les éléments financiers qui permettent de voir si la structure est solide ou pas. Et après, on prendra la décision.
Donc, si vous voulez, l'approche, elle n'est pas outil. On va regarder globalement si la structure est assez solide. Bah, justement, en fait, hein, l'idée, c'est qu'on est aussi un financeur. C'est qu'on veut aussi se faire rembourser. Donc, on va émettre quand même un diagnostic global pour savoir si l'état de la structure permet de recevoir un prêt participatif. Alors, ces prêts participatifs, ils ne sont pas collés à des objets enfin, collés. En tout cas, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, fléchés sur ce type de financement. Donc, bref, en tout cas, il peut prendre le relais ou pas sur… ça, c'est peut-être pas l'approche qu'on aura. On va plutôt regarder la structure et la solidité de la structure dans son ensemble. Sur le prêt relève solidaire, alors pareil, ce n'est pas la philosophie du prêt relève solidaire que de faire un relais sur des subventions. C'est un enjeu assez fort, hein, mais nous, ce qu'on préconise pour faire des relais de subventions, c'est justement d'accumuler des fonds propres. Et donc, passer par un accompagnement qui permette de dégager davantage d'excédents. Le prêt relève solidaire, c'est vraiment un prêt de relais de trésorerie pour les structures vraiment en difficulté qui ont besoin d'un accompagnement derrière pour redresser la barre, quoi, reprendre de l'activité, transformer l'activité, etc. Donc voilà, nous, ce qu'on va avoir derrière ces deux outils, c'est vraiment une approche assez globale où on va essayer en fait, de partager le risque, d'expertiser, de bien expertiser le dossier, de voir si tout est cohérent. Et ensuite, il va y avoir une décision de financement. Ok, merci. J'ai encore deux questions pour toi, Axel. Sur quels critères France Active se base pour estimer la capacité de remboursement des projets financés? Et France Active demande-t-il un apport pour pouvoir bénéficier de ce type de financement? Donc, je pense que c'était à propos des prêts participatifs ou du prêt relève, je ne sais pas. Si oui, à quelle hauteur? Alors, il y a peut-être deux choses. Sur l'expertise des dossiers, comme je vous le disais, on va donc exprimer ou en tout cas évaluer la capacité de remboursement, déjà avec une première approche globale, et puis par ailleurs, on va estimer la capacité de remboursement avec différents ratios que peut-être vous connaissez bien sur dette et capacité d'autofinancement. Donc ça, c'est des ratios financiers qui permettent d'évaluer la capacité de remboursement d'une structure. On va regarder également ce qu'on appelle la solvabilité, alors c'est-à-dire le montant le montant de ressources stables que détient la structure pour sécuriser l'ensemble des financements. Dans les ressources stables, vous avez justement tout ce qui est apport en fait des porteurs de projets. Donc c'est important dans un plan de financement d'apporter en tout cas un minimum de fonds pour pouvoir financer son projet. Ne serait-ce que parce que une banque ne va pas aller sur votre projet si il n'y a aucun apport ou aucune ressource non remboursable. Donc, nous, en fait, on va regarder ça. On va regarder expertise un peu du modèle économique, expertise financière. Donc, on va regarder la capacité de remboursement sur la base de ratios un peu classiques. Voilà. Après, contrairement à la banque, nous, on va quand même essayer de prendre un peu plus de risques que la banque. Quand la banque va exiger 50%, on va dire un tiers fonds propres, un tiers dette financière, et voilà. Nous, on va peut-être essayer de prendre un peu plus de risques pour justement amener la banque à vous financer également. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, en fait, on va vous aider, ça c'est peut-être le dernier élément, on va vous aider à consolider en fait votre plan de financement. C'est-à-dire que pour faire une demande de financement, alors, ça, de toute façon, aucun financeur pourra vous financer si vous n'avez pas de plan de financement. C'est-à-dire quels sont vos emplois, c'est-à-dire vous avez des besoins d'investissement, vous avez des décalages de trésorerie, etc. Et puis,
derrière, quelles sont vos ressources. Et nous, en fait, on va vous aider à modéliser tout ça, on va vous accompagner là-dessus, on va vous apporter du financement qui vient de chez nous, donc avec du prêt participatif, on va mobiliser la banque, on va vous donner quelques conseils sur tout ça. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et pas trop long, surtout, je ne suis pas très synthétique. Non, très clair, c'est bon. Merci beaucoup. Peut-être une question à la fois pour Marianne et pour Axel. Quand on est une association récente, quels sont vos conseils pour demander des subventions? C'est l'exercice, je dirais, essayer de demander un montant qui soit logique, cohérent avec la taille et l'ancienneté de la structure. Vous êtes une association récente, vous n'avez pas beaucoup d'ancienneté ni de ressources pour l'instant, il ne faut pas demander 5 millions. Il faut demander quelque chose qui va vous permettre de faire la première marche, d'avancer, et puis ensuite, une fois que vous aurez fait vos preuves, vous pourrez aller demander plus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais, présenter un projet. Dites, avec le financement qu'on recherche, voilà ce qu'on va faire, justement dans cette logique de première marche. Et troisième chose, essayez de trouver des financeurs qui ont le plus d'affinité avec votre domaine d'intervention. C'est l'exemple que je disais tout à l'heure, vous êtes une association culturelle, n'allez pas solliciter quelqu'un qui ne finance que des activités sportives. Axel, pour compléter? En fait, je trouve votre intervention extrêmement complète. Peut-être pour rebondir sur la partie projet, effectivement, donc on avait mené il y a encore une semaine un webinaire sur la levée de fonds chez les pôles territoriaux de coopération économique. Et c'est vraiment ce qu'on conseillait. On avait des témoignages dans ce sens-là, c'est-à-dire mettez le projet avant tout, réfléchissez à vos activités, réfléchissez donc projet, activité, mission avant tout, votre modèle économique. Et c'est à partir de là, en fait, à partir de ces enjeux économiques, de ces dimensions économiques et stratégiques, en fait, que vous allez pouvoir déduire assez simplement en fait vos besoins de financement. Si vous avez un besoin d'investissement, par exemple, c'est bien ces besoins d'investissement, ils s'intègrent bien dans un projet de développement ou de création. Voilà. Et donc, c'est très important quand vous allez voir un financeur de bien expliquer la logique qu'il y a derrière, le pourquoi, en fait. C'est extrêmement important. Et petit dernier élément, il faut se faire accompagner. Donc, je vous conseille vivement de vous rapprocher des dispositifs locaux d'accompagnement, des incubateurs et en tout cas que vous trouverez en région, des pôles ESS que vous trouverez en région également. Ça, c'est extrêmement important pour vous accompagner sur votre projet. Sur la partie financement, voilà, vous pouvez vous faire accompagner par France Active qui peut vous donner quelques conseils. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une dernière chose, Marianne, comment on peut contacter la Banque des Territoires? Le plus simple, je pense, c'est notre site internet Banque des Territoires, et il y a un bloc Contacter la Banque des Territoires qui vous envoie en général vers notre direction régionale. Normalement, ça marche pas mal. Et puis nous-mêmes, vous pouvez essayer de nous contacter. Je pense que la plupart des équipes sont sur LinkedIn ou autre. On n'est pas toujours facile à avoir, mais c'est pour ça que je recommande le régional. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup aux intervenants et intervenantes pour leur présentation ce matin. Quand vous quitterez le webinaire, un sondage s'affichera sur votre navigateur. Nous vous remercions par avance d'y répondre car ça nous aide beaucoup pour construire et améliorer nos webinaires. N'hésitez pas à aller voir la cartographie qui est actuellement sur notre site. Il y a le lien dans le fil de discussion et toutes nos ressources sur avis.org. Merci à toutes et tous et à bientôt. Bonne journée.